chapitre que, en principe, vous avez déjà abordé en terminale, mais de manière qualitative, un peu comme tout le reste. Et donc là, on va mettre du quantitatif. Donc, ondes mécaniques. Alors, il y a 3 cours. Les ondes, c'est vraiment un sujet qui concerne tous les domaines de la physique. Je commence par les ondes mécaniques. Après, alors en principe, on commence par les ondes mécaniques parce que c'est ce qui vous parle le plus. On voit la mécanique, on voit des choses se déplacer. Après, donc, vous ferez les ondes électromagnétiques avec M. Toupens. Et il y a un autre chapitre encore sur les ondes, c'est un cas particulier des ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle l'optique ondulatoire. Donc là, c'est moi qui ferai ce dernier cours sur les ondes. Donc je reprendrai les équations de l'électromagnétisme très rapidement et j'embrayerai précisément sur la partie optique. Voilà, donc ça vous fait pas mal d'heures sur les ondes, mais c'est normal, les ondes ça concerne un peu tous les domaines de la physique. Dans tous les domaines de la physique, vous pouvez avoir des ondes. Donc on commence par les ondes mécaniques. Comme l'année dernière, vous disposez aussi sur Arch d'un résumé du cours. Donc vous pouvez voir au fur et à mesure ce qui me semble le plus important. Ondes progressives. Voilà, donc les exemples d'ondes que vous connaissez, on a bien sûr les vagues à la surface de l'eau. Donc exemple, vague sur l'eau. Le mot onde, ça vient du latin et ce mot-là précisément, il veut dire vague à la surface de l'eau. Vous avez vu les ondes sismiques. Voilà. Vous avez peut-être vu des exemples d'ondes sur des ressorts, sur une échelle de perroquet, des ondes transversales. Vous avez entendu parler des ondes sonores. Tout ça, ça relève des ondes mécaniques. Allez, je mets ondes sonores. D'accord ? Bon, toutes ces ondes, elles ont besoin d'un milieu matériel de propagation. Nécessite un milieu matériel. Voilà. Alors, il existe, je le dis tout de suite, il existe des ondes qui ne sont pas mécaniques. Quand on parle des ondes électromagnétiques, elles ne nécessitent rien. Vous avez de la lumière qui vient du Soleil qui arrive sur Terre. Entre la Terre et le Soleil, il y a du vide. Le champ électrique, le champ magnétique n'ont pas besoin, c'est pas du tout matériel, il y a besoin de rien pour avoir une onde électromagnétique, pas de matière. Peut-être l'année dernière, vous avez entendu parler de la détection des ondes gravitationnelles. Ça, c'est un vieux truc, ça fait au moins 30 ans qu'on cherchait à les mettre en évidence. L'année dernière, grâce à des interféromètres, on verra précisément ce que c'est en optique ondulatoire, on a réussi à détecter pour la première fois des ondes gravitationnelles qui se produisent lorsque vous avez 2 étoiles massives qui tombent l'une sur l'autre, ou quand vous avez une étoile qui tombe sur un trou noir. Voilà, c'est les événements les plus violents qui puissent arriver dans l'univers. Heureusement, ils arrivent très loin de nous, et ça déclenche une déformation de l'espace-temps. Alors, on précisera d'ailleurs un petit peu quand on fera de la relativité ce que ça peut vouloir dire, mais bon, ça c'est dans le domaine de la relativité générale, on ne fera que de la relativité restreinte. Bref, il y a d'autres ondes que les ondes mécaniques. Alors, je ne vais pas insister plus là-dessus, je rentre un petit peu dans la modélisation. Alors, avant de peut-être modéliser une définition générale, je vais reprendre celle que vous connaissez sans mathématiques en terminale. Définition, onde égale, je ne sais pas, Valentine, qu'est-ce que vous en pensez en terminale? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le bout des doigts comme définition pour les ondes? Qu'est-ce qu'on appelle une onde mécanique en terminale? C'est au programme de terminale, bon, ça fait il y a longtemps, mais Hugo non plus, ça ne vous inspire pas? C'est vrai? Bon, il y en a qui savent quand même, une onde, c'est quoi comme définition? Oui? Oui. Voilà, alors on dit pas en fait déplacement d'une perturbation, il y a un mot qui remplace déplacement, et pour cause, propagation. On dit propagation d'une perturbation, alors je vais l'écrire, puis après j'explique un petit peu ce qu'on veut dire par là. Propagation
d'une perturbation, mais justement sans déplacement de matière. Voilà. Alors, quand on dit sans déplacement de matière, voilà, alors, voilà ce qu'on trouve en tout cas dans le programme de terminale, hein, et dans les livres de terminale comme définition. Alors, quand on dit sans déplacement de matière, c'est quand même un petit peu gonflé, parce que si je prends par exemple une onde sur un ressort, j'essaie de l'accrocher pour que vous voyez un peu les choses, hein, je vous rappelle. Voilà, je prends un ressort, tout le monde voit le scotch par exemple, là. Voilà, donc je lâche une spire, ça fait... je ne sais pas si vous la voyez, alors je vais l'exagérer avec la main, la perturbation, ça va vite, je vais en lâcher un peu plus. Voilà, ici je perturbe un petit peu dans le sens de déplacement de la perturbation, donc je crée une onde longitudinale en passant. Hop. Et ben, le scotch il bouge, c'est évident qu'il bouge. On voit l'onde, c'est rapide, hein, mais on voit l'onde qui arrive jusque là, puis après qui rebondit sur le bout. N'empêche que quand l'onde passe au niveau du scotch, eh ben, il y a bien un déplacement de matière, il y a la spire qui est ici, qui avance, puis qui revient. Même elle revient un petit peu plus en arrière, puis elle finit par se stabiliser. Donc, il y a bien un déplacement de matière, mais c'est un déplacement qui est transitoire et qui finit par une position d'équilibre qui est la position initiale. Vous disiez autrement? C'est un déplacement local, non? Ben, un déplacement local, oui, on peut dire déplacement local. En tout cas, l'état final, c'est l'état initial. Donc, ce que veut dire cette phrase, c'est qu'entre avant le passage de l'onde et après le passage de l'onde, il n'y a pas eu déplacement de matière. Mais pendant le passage de l'onde, il y a bien un déplacement de matière. C'est un déplacement qu'on peut appeler transitoire. Voilà. Voilà ce que ça signifie. Alors, donc voilà, l'exemple typique, hein, qu'on présente toujours en cours, c'est le ressort. Et on mettra en équation un peu plus tard le cas du ressort. Alors, au fait, oui, puisque j'ai ça en haut à gauche, c'est juste un rappel de terminale. Ce qui peut être pratique, c'est de le couper, vous couper, coller sur votre feuille. Ça redéfinit ce que c'est une onde transversale ou une onde longitudinale. Je rappelle la définition. Donc, dans une onde longitudinale, je pense que vous savez tous, peut-être mieux l'écrire, le mouvement transitoire d'un point du milieu se fait dans la direction de propagation. Voilà. Sinon, en général, on parle d'une onde transversale. Alors, le mot transversal il est un peu plus vague. Dans certains bouquins, dès que ce n'est pas longitudinal, c'est appelé transversal. Dans d'autres livres, notamment le livre d'électromagnétisme, transversal, ça veut dire que c'est vraiment perpendiculaire. La perturbation, elle est perpendiculaire exactement à la direction de propagation de l'onde. Ce qui veut dire dans ce cas-là qu'il y a des ondes aussi qui sont ni longitudinales ni transversales. Si la déformation est compliquée, se fait en biais, par exemple, par rapport au sens de propagation de l'onde, c'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est un peu plus vague, j'écris quand même. Onde transversale. Voilà, c'est tout pareil, se fait à la perpendiculaire. Pour abréger, voilà. Petite révision. Bon, alors, je veux mettre tout ça en équation pour pouvoir faire des prévisions quantitatives. Donc là, vous pouvez couper, coller, CTRL X, CTRL V, l'onde progressive. Alors, comment est-ce qu'on va décrire mathématiquement une onde comme ça? Alors, déjà, regardez ce que j'ai là, je l'ai en couleur. Vous pouvez le repasser en couleur, ce sera peut-être plus clair sur votre schéma. Bon, il y a des pointillés. Imaginez que vous avez une corde qui est parcourue par une perturbation. Bon, au départ, la corde, elle était bien horizontale, elle coïncidait avec l'axe des abscisses ici. À l'instant t égale à 0,
la position de la perturbation, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire à l'instant t égale 0? C'est-à-dire que je prends une photo de la corde à cet instant-là, et hop, je vois sur la photo une bosse qui est ici. Si je fais une photo un peu plus tard, à l'instant t différent de 0, eh bien, si la perturbation se déplace de gauche à droite, la bosse, elle sera plutôt là. Voilà, elle aura un petit peu avancé, et vous voyez, elle a la même tête. C'est ce qu'on considère d'emblée comme hypothèse, c'est que les perturbations, la propagation de la perturbation se fait sans déformation. C'est le cas le plus simple, et puis après on pourra un peu chipoter, une fois qu'on aura les équations de base, on pourra voir ce qui se passe dans un cas plus général. Donc pour l'instant, sauf mention explicite du contraire, la perturbation, elle ne se déforme pas. Donc on considère une onde, hypothèse, propagation sans déformation de la perturbation. Bon, une onde, ça peut donc se décrire, vous voyez que je suis obligé de faire deux dessins, ou de superposer comme ici deux dessins pour décrire l'onde à deux instants différents. Si je veux faire quelque chose de très général, il faut que je puisse dire à chaque instant, il faut que je puisse décrire mathématiquement la forme de l'onde. Ça veut dire qu'en fait, décrire une onde, ça veut dire la décrire dans le temps et dans l'espace. J'ai donc besoin forcément de deux paramètres qui sont ici, si je suis à une seule dimension, x et t. Donc à une dimension, c'est ce qu'on va considérer pour l'instant, à une dimension, on a besoin de deux paramètres. Donc, x, t, bien sûr, x, notation évidente, c'est pour l'abscisse et t pour le temps. Donc, décrire l'onde, ça veut dire connaître à tout instant l'amplitude de la perturbation. Alors, l'amplitude, c'est quoi? Par exemple, ici, sur une corde, c'est tout simple, c'est l'écart à l'équilibre. Ici, l'amplitude de l'onde est plus grande que là. Ici, l'amplitude de l'onde est 0. Elle est nulle parce que la corde est à sa position d'équilibre. Voilà. Donc, on va décrire mathématiquement l'amplitude de l'onde comme une fonction des deux variables x et t. L'amplitude de l'onde est une fonction qu'on va noter f de x et de t. Voilà. Et donc, dans les problèmes, le but du jeu, ce sera d'arriver à déterminer mathématiquement cette fonction-là. Si on connaît cette fonction-là, pour tout x et tout t, on peut tout savoir, on peut tout dire sur l'onde. Alors, par exemple, pour bien voir ce que ça signifie cette fonction-là, en faisant référence au dessin là, que vous avez découpé et collé, onde progressive, le cas particulier t égale à 0, c'est la courbe qui est en rouge ici. La courbe qui est en rouge, c'est f de x à l'instant t égale à 0. C'est une photographie de la corde à l'instant t égale à 0. Donc, par exemple, f de x 0, la connaissance de cette fonction-là, c'est donné directement par une photographie de la corde. Alors, ce n'est pas égal parce que ce n'est pas un nombre. Ça correspond à la photographie de la corde à l'instant t égale à 0. Photo de la corde ou de la perturbation. À t égale à 0. Voilà. Bon, si je dis f de x à l'instant t, bien sûr, ça, à t donné, je ne sais pas moi, t égale 1 seconde, c'est la photographie de la perturbation à t égale 1 seconde. Donc là, j'ai fixé la variable temps. Si je fixe la variable temps, ce que j'obtiens, la fonction à une seule variable x dans ce cas, la fonction à une seule variable que j'obtiens, c'est juste, ça décrit juste ce que je vois sur une photographie de la corde ou du milieu de propagation à un instant donné. Au contraire, si je fixe la variable x et que je laisse comme variable le temps, mettons f
de x égale 50 cm, t. Ça, si j'ai fixé la variable x, ça veut dire que ce n'est plus qu'une fonction du temps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir, qu'est-ce que ça peut signifier physiquement un truc comme ça? Eh bien, c'est une fonction du temps, donc elle a une certaine valeur à l'instant 0. C'est quoi cette valeur à l'instant 0? C'est l'amplitude de la perturbation à l'abscisse x égale 50 cm, à l'instant t égale à 0. Donc, fixons par exemple, vous allez rajouter ici, on va prendre ça comme, on va prendre pour abscisse 50 cm. Là, tenez, je refais moi rapidement le dessin, et puis vous avez juste à compléter. Je retrace l'allure. Voilà, là je suis en train de dessiner la tête de la perturbation à l'instant t égale à 0. Bon, bah mettons que justement, cette perturbation qui se balade de gauche à droite, elle soit telle qu'à l'instant t égale à 0, là, l'avant de l'onde, qu'on appelle le front d'onde, soit à x égale 50 cm. Mettons que ce point-là, pour pouvoir faire des petits calculs de base, hein, comme ça je vérifie tout de suite si vous comprenez ce que ça veut dire, ces notations, le sommet, ça correspond à x égale 40 cm. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que, par exemple, si je vous demande, sur ce dessin-là, que vaut f de 50 cm, t égale à 0, ça vaut combien? Ça vaut 0. Pourquoi? Parce que tout ce dessin-là, tout ce qui est en rouge, ça correspond à l'instant t égale à 0, et pour x égale 50 cm, à cet instant-là, il n'y a pas encore la perturbation, elle arrive juste. Voilà, donc ça vaut 0. Par contre, on peut dire f de 40 cm t égale à 0, ben c'est autre chose que 0. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être prévu un truc pour faire des calculs simples. 10 cm, ça veut dire que, et vous pouvez le rajouter sur le petit polycopier, voilà, mettons que cette perturbation est caractérisée par une hauteur de 10 cm par rapport à la position d'équilibre. Et bien voilà, à l'instant t égale à 0, pour x égale 40 cm, c'est-à-dire ici, l'amplitude de la perturbation, c'est 10 cm. 10 cm. Voilà ce que ça signifie. Donc, ce f, ça doit représenter la perturbation. Dans les cas simples, il suffit d'un nombre, comme ça. Là, c'est le cas. On dit 10 cm, c'est bon, ça suffit à caractériser la perturbation. Ce que ça implique, c'est que j'ai pris le cas vraiment le plus simple où la bosse reste toujours dans le même plan vertical. On pourrait imaginer quelque chose de plus difficile que ça sur une corde. Qu'est-ce qui serait un peu plus compliqué à traiter? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme perturbation sur une corde? Alors, j'ai vu que Paul a déjà saisi le truc, juste avec un petit mouvement. Là, ici, la perturbation, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait sur les points de la corde? Elle les fait bouger vers le haut, puis ils redescendent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de pire que ça? Il pourrait tourner, il pourrait se mettre à tourner, décrire une petite ellipse. La corde, elle n'est pas obligée de se déplacer toujours dans un plan vertical quand la perturbation arrive. Elle pourrait très bien tourner ou décrire quelque chose d'encore plus compliqué. D'accord? C'est-à-dire que ici, sur mon ressort, je ne vais pas le faire parce que je vais tout embarquer. Au lieu de déplacer, au lieu de perturber le ressort dans ce sens-là ou de le perturber transversalement, ben, je pourrais lui faire décrire ici un mouvement compliqué. Bon, et ben, cette perturbation compliquée, ce mouvement compliqué, il se transmettrait de proche en proche tout le long du ressort. Et pour ça, ben, il ne suffit pas d'avoir un nombre comme 10 cm. Il faut aussi donner la direction prise par la spire à l'instant donné quand cette spire est traversée par l'onde. D'accord? Donc nous, on va pour l'instant travailler juste sur ces cas simples. On dira plus tard que l'onde, là, elle est polarisée rectilignement. Ça veut dire que la perturbation reste toujours dans le même plan. Et puis on verra les cas un peu plus compliqués après, notamment en électromagnétisme, on est obligé de parler des polarisations circulaires, c'est-à-dire quand la perturbation correspond à un cercle. Et puis, bon, il y a des choses intéressantes
il y a des perturbations qui sont intéressantes, qui ont un sens, qui jouent un rôle en physique et qui ne sont pas des perturbations qu'on peut caractériser juste par un nombre. On verra ça après. En tout cas, donc, ce que je voulais dire par là, c'est que décrire au cours du temps ce qui se passe, l'amplitude de la perturbation en x égale 50, à x égale 50 cm, c'est donner cette fonction-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez, là, vous êtes effectivement à ce point-là. À l'instant t égale à 0, la perturbation de ce point-là, elle est nulle. Sauf que juste après, il y a l'onde qui arrive là. Elle vient juste d'arriver. Donc, ce point-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous imaginez la bosse qui passe devant lui. Ce point, il va monter. Puis après, il va redescendre. Alors, vous allez me dire, c'est vraiment tout bête. Mais alors maintenant, représentez graphiquement juste l'allure de ce qui se passe. J'aimerais bien que vous me dessiniez cette fonction-là. C'est une fonction du temps. Donc, ok, l'axe des abscisses, c'est forcément le temps. Et je représente ici, en ordonnée, c'est f. De f à l'abscisse x égale 50 cm à l'instant t. Donc, vous avez compris, à l'instant t égale à 0, ce point-là, il est encore à la position initiale d'équilibre. Sauf qu'il y a la bosse qui arrive. Alors, je voudrais juste pour voir si vous saisissez physiquement le sens de cette représentation graphique. Qu'est-ce que ça donne, la représentation au cours du temps de l'amplitude, c'est-à-dire de la hauteur, de ce point qui vient d'être touché par l'onde à l'instant t égale à 0. Donnez-moi juste l'allure, on ne fait pas pour l'instant de calcul. Alors, est-ce qu'on obtient une bosse symétrique? Est-ce que c'est un triangle, genre triangle isocèle? Non, parce que la descente va prendre plus de temps que la montée. Imaginez, si vous ne voyez pas trop ce que ça veut dire avec une corde, vous imaginez une bouée sur laquelle arrive une vague avec cette forme-là. Et bien la bouée, si la vague ne se déforme pas et qu'elle avance à vitesse constante, je prends un exemple, 1 mètre par seconde, cette bouée elle va monter assez vite, mais elle va mettre plus de temps à redescendre parce que l'arrière de l'onde, la descente, elle va mettre plus de temps à balayer ce point-là. D'accord? Donc, avant même de faire un calcul, intuitivement, on peut comprendre que la montée va être rapide. Par contre, la descente va être lente. Voilà. Donc, ce n'est pas un triangle isocèle. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait symétriquement, il y en a qui ont mis la bosse dans le sens inverse. Parce qu'ils voient quelque chose comme ça, là. Ils voient une perturbation qui a cette tête-là. Donc ils se disent, bah oui, forcément, la perturbation, ça commence à t égale à 0, donc ça a la même tête. Non, il faut bien se rendre compte que ces deux graphiques qui n'ont rien à voir, là, on représente la position d'un point au cours du temps. Alors que là, à un instant donné, on représente tous les points de la corde. Ça n'a rien à voir. Ces deux schémas n'ont aucune raison d'avoir des ressemblances. Alors, allez, dernier petit calcul pour voir si vous savez exploiter ça. Si je vous dis que l'onde se propage à la célérité, vous avez l'habitude de ça, avant que je définisse encore plus précisément, 1 mètre par seconde. En combien de temps ça va se faire, cette montée-là? Là, on est à quel instant? Et puis là aussi, on est à quel instant? À partir de là, bien sûr, ça va être stable. 1 mètre par seconde. Une demi-seconde? Alors, je rappelle, à l'instant t égale à 0, ce point-là, il vient d'être touché par l'onde. D'accord? Quand est-ce qu'il arrive en haut? Oui? 10 puissance moins 2 secondes? Oui. Il y a 10 cm, l'onde doit parcourir 10 cm, doit avancer de 10 cm pour que ce point se retrouve au sommet. Voilà, donc, avancer de 10 cm, combien de temps ça prend? Alors, on peut le faire intuitivement. Chaque seconde, ça avance de 1 mètre, donc 10 cm, ça se fait en un dixième de seconde. Donc ici, ça c'est l'instant t égale 0,1 seconde pour cette onde-là. D'accord? Et puis, la fin, quand est-ce que ce morceau-là arrive à l'abscisse x égale 50 cm? Voilà, au bout d'une demi-seconde. C'est peut-être à ça que vous pensiez. Donc 0,5 secondes. Voilà. Okay. Donc ces petits graphiques, c'est bien pour vous faire comprendre que si je fixe x et que je représente la perturbation au cours du temps en ce point-là, ça n'a rien à voir
avec une photographie de la corde à un instant donné. D'accord? C'est deux choses différentes. Petit exercice d'application immédiate. On considère donc à un instant donné que vous avez une onde sur une corde qui a cette forme-là, une forme un petit peu triangulaire. Bon. Donc on peut considérer ça comme une photographie de la corde à l'instant t égale à 0. Alors on vous dit dans la première question que le front d'onde, c'est-à-dire l'avant de l'onde qui est en train de se déplacer vers la droite, ce front d'onde qui avance à la vitesse c atteint un point d'abscisse 6,2 mètres à l'instant t égale 0,5 secondes. Bon, donc quelle est la célérité que j'ai notée c pour l'onde? Alors sur un exercice comme ça, c'est extrêmement simple. On peut considérer, comme au collège, qu'on a une voiture qui se déplace entre ce point-ci et ce point-là. Donc le front d'onde, hein, ça va être ce point-là, c'est l'arrivée et l'avant de l'onde. On regarde quelle est la distance à parcourir. Donc pour la question 1, il suffit de dire que la vitesse, c'est la distance parcourue divisée par le temps. La distance à parcourir par le front d'onde, c'est 6,2 moins 1,2, c'est-à-dire 5 mètres. Et le temps de parcours, on nous dit que c'est 0,5 secondes, puisque cette photo est prise à l'instant t égale à 0, et on nous dit que l'onde arrive ici à l'instant t égale 0,5. Voilà, donc 5 mètres divisé par 0,5, ça nous fait 10 mètres par seconde. Deuxième question, quelle est la durée de perturbation d'un point du milieu? Bon, alors l'équivalent au collège, ça serait quelle est la durée pendant laquelle on voit passer la voiture devant un point donné? Alors c'est simple, la perturbation, elle fait 1,2 mètre de long et on passe devant à cette vitesse-là. Donc pour la question 2, la durée de la perturbation que multiplie sa vitesse, ça doit faire la longueur de la perturbation. Et donc si je veux avoir la durée, j'ai juste à écrire que c'est la longueur 1,2 mètres divisé par la vitesse 10 mètres par seconde. Voilà, et donc je trouve finalement 0,12 secondes, c'est-à-dire 12 centièmes, 12 centièmes de seconde. Voilà. Alors ça c'est la durée totale du passage de la perturbation devant un point donné. Alors évidemment, on voit bien que la durée de montée va être plus petite que la durée de descente et tout est proportionnel. Donc là c'est la durée totale, si vous voulez, de la perturbation. Si on fait le même calcul pour la montée, bon, la montée correspond à un passage de 20 cm de l'onde, mais on trouverait quelque chose de proportionnel, c'est-à-dire 2 centièmes de seconde, et puis la durée de la descente, ça correspondrait au reste, c'est-à-dire 10 centièmes ou 1 dixième de seconde. Alors donc ces deux questions-là, on peut les faire vraiment par analogie avec les problèmes de mécanique élémentaire, de cinématique élémentaire qu'on sait faire depuis le collège. Maintenant, la troisième question est un petit peu différente, c'est quelle est la vitesse de montée d'un point du milieu? On voit bien que si on imagine par exemple que ce qui est en rouge c'est un bout de corde, eh bien le point qui est ici, il va être atteint par cette sorte de vague, donc il va d'abord monter, puis ensuite il va redescendre. La question c'est à quelle vitesse se fait son déplacement. Alors, si on admet que le déplacement d'un point de la corde ne se fait quasiment que à la verticale, bien sûr ce n'est qu'une approximation, mais c'est une approximation qui est d'autant mieux vérifiée que les bosses sont petites, eh bien on voit que n'importe quel point du milieu va monter de 5 cm, puis ensuite va redescendre plus lentement de 5 cm aussi. Donc il reste à savoir combien de temps ça se fait. Alors c'est pas très compliqué non plus, puisque le temps de montée, on vient de le calculer. On peut donc dire que la vitesse de montée, c'est la distance que l'on doit parcourir, c'est-à-dire les 5 cm, hein, donc 0,05 mètres, divisé par le temps de montée, donc 0,02 secondes. Voilà, donc combien ça nous fait? Ça nous fait 2,5 mètres par seconde pour cette vitesse de montée d'un point du milieu. Et puis évidemment, on peut faire le même genre de calcul pour la descente. Quand on descend de 0,05 mètres, mais cette fois, on met 10 centièmes de seconde à le faire, et donc on obtient 0,5 mètres par seconde.
pour la vitesse de descente de ce point du milieu. Alors, dernière question, il s'agit de représenter la perturbation en un point au cours du temps. Donc c'est un graphique qui n'a rien à voir avec celui-là. Ici, c'est l'équivalent d'une photographie de la perturbation, c'est-à-dire que je représente la perturbation de tous les points à un instant donné. Dans le graphique qu'on me demande de faire, on sélectionne un point. Par exemple, il s'agit du point ici dont on a déjà parlé, le point d'abscisse 6,2 m. Et je veux savoir au cours du temps, en fonction du temps, comment monte, quelle est la hauteur de ce point. Alors, ce qu'on a déjà calculé, c'est que ce point d'abscisse 6,2 m, il n'est atteint par l'onde qu'à l'instant 0,5 secondes. Ça veut dire qu'avant, sa hauteur, c'était 0. Donc, je représente ça sur le graphique du dessous. Jusqu'à l'instant t égale 0,5 secondes, le point reste tranquille. Bon, ensuite, je sais que le passage de la montée, ça représente que, je l'ai calculé avant, 2 centièmes de seconde. C'est en 2 centièmes de seconde que le point monte jusqu'à sa hauteur maximale qui est de 5 cm. Donc c'est quelque chose de relativement rapide, je représente ça comme ça. Et par contre, la descente, on avait calculé qu'elle prenait 10 centièmes de seconde ou 1 dixième de seconde. Donc la hauteur du point revient à 0 en 10 centièmes de seconde. Donc on a une montée rapide et puis une descente plus lente. Et puis évidemment, une fois que toute l'onde est passée, toute la perturbation est passée, la hauteur du point reste constante, égale à 0. Voilà, donc géométriquement, on voit qu'on a une sorte d'inversion entre cette forme-là, entre ce triangle-là et celui-là. Voilà, alors maintenant je vais exploiter la suite là, de ce petit dessin. Donc vous n'avez rien à rajouter. Bon, moi je vais la dessiner là-dessus, la suite de la perturbation. Voilà, bon, je prends pas les... Si, allez, je prends les mêmes couleurs, à peu près, du bleu. Donc, quelques instants plus tard, donc l'onde se retrouve là, un petit peu plus loin. Et puis, on admet qu'elle a gardé la même tête, donc comme ça. Voilà. Alors, ce que j'ai écrit là, cette description mathématique f de x et t, c'est une description qui est faite dans le référentiel, on pourrait dire de la corde ou du laboratoire. La corde est fixe initialement dans le laboratoire, mais ce n'est pas le référentiel le plus simple à utiliser. Il y a un référentiel dans lequel la description mathématique de l'onde va être extrêmement simple. Quel est ce référentiel? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ce qu'on peut avoir comme idée? Dans quel référentiel faut-il se placer si on a une onde qui avance à vitesse constante? Dans quel référentiel ça serait très agréable de se placer pour décrire mathématiquement l'évolution de l'onde, enfin pour décrire l'onde, de manière la plus simple possible? Ça ne vous inspire pas? Eh bien, imaginez le référentiel qui suit l'onde, c'est-à-dire qui avance à la même vitesse. C'est ce que j'appelle le référentiel R'. On va se placer un instant dans ce référentiel-là, qui avance à la même vitesse que l'onde. Donc, on se place dans le référentiel R' qui avance à la même vitesse que l'onde. Même, je mets en abrégé, même vitesse que l'onde. Alors, s'il avance à la même vitesse que l'onde, le gros avantage, c'est que dans ce référentiel-là, rien ne bouge. Vous imaginez, si ça ne vous parle pas, vous êtes sur l'océan, il y a des vagues de houle qui se forment sur la mer, et vous êtes sur un bateau à moteur, vous avancez exactement dans la direction des vagues et à la vitesse des vagues. Ce que vous voyez à côté de vous, c'est toujours la même chose. Ça ne dépend pas du temps. Dans le référentiel qui se balade à la vitesse de l'onde, rien ne dépend du temps. Donc ça simplifie la description mathématique à la même vitesse que l'onde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce référentiel? Alors je mets R', je crois que j'ai mis, voilà, ça. Donc dans ce référentiel R',
l'abscisse, je ne vais pas l'appeler x, il faut bien que je change de notation, je l'appelle x'. Est-ce que j'ai introduit ça? Non, je ne l'ai pas mis. Donc ce référentiel, je vais le faire, je vais mettre une autre couleur. Alors ce schéma-là, il est peut-être un peu petit, hein, le schéma que vous avez collé, donc vous pouvez refaire un schéma qui ressemble à ce que je fais là. Et donc en vert, je rajoute ce référentiel R' qui se balade à la vitesse de l'onde. Voilà. Donc, les abscisses des points dans ce référentiel, je vais les noter x'. Bien sûr, l'origine de ce repère, je vais l'appeler O', alors que l'origine du repère R, comme d'habitude, je note O. Donc, l'intérêt de se placer dans ce référentiel, c'est que dans ce référentiel, l'onde, la perturbation, ne dépend pas du temps. Elle ne dépend donc que de l'espace de ce référentiel, donc elle dépend donc que de x'. La perturbation ne dépend que de x'. D'accord ? Autrement dit, la perturbation, je peux la décrire par une certaine fonction de x' uniquement. Ça ne dépend pas du temps. Alors, là, un mathématicien, il n'écrirait pas comme moi, il écrirait grand F ou G ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas la même fonction. Mais comme tous les physiciens, puisque je parle d'une perturbation, c'est toujours la même perturbation, moi je garde la même lettre. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la perturbation ne dépend que de cette variable x'. Et je me dépêche maintenant de relier x' à x. Alors ça, c'est un truc qui est tout simple. Vous avez compris, R', il avance à vitesse constante, puisque j'ai supposé que l'onde avançait elle-même à vitesse constante. Voilà, R' avance à la vitesse c, hop, je le mets comme ça, vers la droite, en même temps que l'onde. Et bien, qu'est-ce que c'est que x en fonction de x' ou inversement, je ne sais pas ce qui est le plus simple pour vous. X, c'est quoi en fonction de x'? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si vous avez un point, je ne sais pas moi, ici, de x' donné. Qu'est-ce que... Tiens, gagné. Vous avez un point de x' donné. Comment j'exprime mathématiquement le x correspondant? Oui? Alors, pas tout à fait, ça serait c fois t pour le point O'. Le point O', il avance à la vitesse c, donc au cours du temps, son abscisse, c'est ct. Donc, x', si j'ai un point qui a x' constant, voilà, c'est x' plus ct, tout simplement. X égale x' plus ct. Hein, changement de référentiel, tout bête. Voilà, à vitesse constante. Bon, bien sûr, on peut écrire l'inverse, et c'est plutôt ça qui m'intéresse, ça fait x' égale x moins ct. Autrement dit, cette perturbation, qui ne dépend que de x', ça revient au même de dire que la perturbation ne dépend que de la variable x moins ct. Donc je l'écris là. La perturbation ne dépend que de la variable x moins ct. Et donc, comme tous les physiciens, on va écrire que f de x et t, qui est a priori une fonction horriblement compliquée puisqu'il y a deux variables, eh bien, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? C'est que si la perturbation se déplace à vitesse constante, en fait, ce n'est pas une fonction à deux variables, ça peut être décrit par une fonction à une seule variable, et cette variable, c'est x moins ct. Voilà. Encore une fois, un mathématicien dirait attention, une fonction à une variable, ce n'est pas une fonction à deux variables. Donc il changerait de lettre ici. Ça m'obligerait à mettre un grand F ou un truc comme ça. Donc, je fais comme tout le monde en physique, parce que si on commence à changer de notation à chaque fois, on ne va pas s'y retrouver. Ce que ça veut dire que cette fonction qui est a priori compliquée, parce qu'elle dépend a priori de deux variables, eh ben, je n'ai pas besoin de l'écrire de manière aussi générale que ça. En fait, la perturbation f ne dépend que de la variable x moins ct. Si vous avez une certaine valeur pour un instant donné en x donné, vous connaissez cette perturbation f pour x donné et t donné, eh bien, si vous changez de x et si vous changez de t, c'est-à-dire si vous passez à x' et à t',
de telle sorte que x' moins ct' soit égal à x moins ct, et bien vous allez retrouver la même valeur de la perturbation. Ça dépend que de ça. Voilà, alors si on avait une perturbation, je ne vais pas tout refaire, qui partirait dans le sens inverse. Donc je mets remarque. Pour une perturbation dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens x décroissant, avec un peu d'intuition, cette perturbation, je vais l'appeler G, mettons, hein, elle va vers la gauche. Cette perturbation qui dépend a priori de x et t, à votre avis, sans refaire toute la démonstration, en réalité, elle ne dépend pas de deux variables, on peut l'écrire sous la forme d'une fonction à une seule variable. Cette variable, c'est quelle combinaison? Voilà, il y a juste le signe de la vitesse qu'il va falloir changer. Donc, ça va être g de x plus ct. Donc, on peut retenir toutes les perturbations qui se déplacent de gauche à droite à une dimension, elles vont ne dépendre que de la variable x moins ct. Ça, c'est un truc résultat très important qu'on va utiliser tout le temps. Toutes les perturbations qui se déplacent de droite à gauche, elles ne dépendent que de la variable x plus ct. Alors, encore un petit peu de mathématiques. Ce qu'on va obtenir maintenant, c'est un résultat qui sert tout le temps également, même pour les autres cours sur les ondes électromagnétiques. On va établir ce qu'on appelle une équation d'onde. L'équation d'onde de base, c'est l'équation dite d'Alembert. C'est l'équation qui décrit la propagation des ondes qui se déplacent sans se déformer, ce dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Alors, tout petit peu de mathématiques, vous connaissez les dérivées partielles maintenant, première année, donc je peux les utiliser un petit peu. Je vais poser, puisque je viens de dire que c'était une variable importante, je vais appeler alpha cette variable-là, x moins ct. Alors, si je calcule la dérivée partielle de f, de la fonction f, par rapport au temps. Pourquoi j'écris dérivée partielle? Parce qu'a priori, cette fonction f de x et t, c'est une fonction de deux variables, donc je peux dire que je dérive par rapport au temps en imaginant que x est constant. Ça, vous connaissez maintenant. D rond f sur d rond t. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un petit rappel, je peux dire que c'est d rond f sur d rond alpha multiplié par d rond alpha sur d rond t. Bon, alpha, vous avez son expression en fonction de t. Qu'est-ce que ça vaut, Thibaut, d rond alpha sur d rond t? Moins c. Mais vous en êtes convaincu, c'est parce que Anas est une référence. Bon, moins c. Ok? Donc, c'est égal à moins c fois d rond f sur d rond alpha. Bon, qu'est-ce qui se passe si je dérive une deuxième fois? d2f sur dt2, c'est la dérivée par rapport au temps de ce truc-là, donc la constante, elle sort. Ça fait d rond sur d rond t de d rond f sur d rond alpha. Bon, donc ça fait moins c fois, je dérive par rapport au temps. Donc j'ai encore le droit de dire que d rond sur d rond t, c'est d rond sur d rond alpha fois d rond alpha sur d rond t. Ça nous fait d2f sur d alpha carré multiplié par d rond alpha sur d rond t. Or, d rond alpha sur d rond t, on vient de le rappeler, c'est pareil que moins c. Donc tout ça, ça vaut c2 fois d2f sur d alpha 2. Donc d alpha 2, bon, je vous rappelle que notation un petit peu bizarre, je ne sais pas pourquoi ça a été introduit comme ça, mais ça veut juste dire qu'on dérive deux fois par rapport à la variable. Ce n'est pas dérivé par rapport à un alpha carré, sinon on mettrait des parenthèses en dessous. Bon, faisons la même chose, là, on l'a fait avec le temps, on a fait une dérivée par rapport au temps. Faisons une dérivée par rapport à l'espace. C'est plus simple, en fait. De même, d rond f sur d rond x. Bon, je commence pareil, je dis que c'est d rond f sur d rond alpha multiplié par d rond alpha sur d rond x. Donc, je fais un changement de variable.
sais pas si en maths on vous a écrit les choses comme ça, hein, mais c'est une des règles de changement de variable. Peut-être qu'on vous a parlé des jacobiens. Ça vous dit quelque chose? Non? Bon, alors je laisse vraiment comme ça. Alors, d rond f sur d rond alpha fois d rond alpha sur d rond x. Qu'est-ce que c'est que d rond alpha sur d rond x? Ben, on a ici l'expression. Alors, Diane, d rond alpha sur d rond x, quand on voit ça, c'est un truc tout simple, ça vaut combien? Ça vaut 1. D'accord? T ne dépend pas explicitement de x, donc c'est juste la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Okay? Donc, ça c'est 1. Et donc, il reste juste d rond f sur d rond alpha. Et puis, évidemment, si je dérive une deuxième fois, ça ne va rien changer. Ça va être la même chose que d2f sur d alpha 2. Voilà, alors je compare ça avec ça. Qu'est-ce que ça me dit? Conclusion. d2f sur dx2 à quoi est-ce que c'est égal? d2f sur dx2, c'est d2f sur d alpha 2. Ah, je ne vais même pas le réécrire, c'est juste là. Mais d2f sur alpha 2, c'est quoi? Ben, on regarde ce qu'il y a tout au bout. C'est 1 sur c2 fois d2f sur dt2 égale 1 sur c2 fois d2f sur dt2. Alors, bon, on l'écrit souvent, bien sûr ça ne change absolument rien, ou d2f sur dx2 moins 1 sur c2 d2f sur dt2 est égal à 0. Voilà, dans les livres, on retrouve souvent cette équation écrite comme ça. Alors, bon, il s'agit, celle-là, faudra, je vais la présenter un petit peu différemment tout à l'heure, mais il faudra la connaître par cœur. Alors, la question qui peut se poser, hein, comme d'habitude, quand on apprend une formule, ça a l'air un peu symétrique, on va se dire, la difficulté que vous pourriez vous poser pour mémoriser la formule, c'est où se trouve le C2. Est-ce qu'il est devant ce terme-là ou devant ce terme-là? Comment on fait quand on ne sait plus trop? Qu'est-ce qu'il suffit de voir? Est-ce que, ma question c'est, imaginez que, vous n'écrivez pas ce que je fais là, hein, imaginez que vous hésitez entre la position ici et là. Comment on fait pour ne pas hésiter entre ces deux positions-là pour le terme 1 sur C2? Voilà, c'est le calcul dimensionnel. Ça, c'est une distance. Vous avez f et f au numérateur. C'est pareil. Ça, c'est une distance. Ça doit être homogène à une distance. Ct, c'est bien homogène à une distance. Donc forcément, le terme c carré, il est devant t carré. X carré, c'est une distance au carré. Ça doit être homogène à une distance au carré. Ct au carré. Voilà. Donc pensez toujours au calcul dimensionnel pour vérifier vos résultats. Alors, si on fait le même calcul avec une onde qui part dans l'autre sens, c'est-à-dire G de x plus ct, eh bien, on trouve la même équation. Pourquoi la même? Parce qu'on dérive deux fois. Comme on dérive deux fois, hein, vous avez vu, il y a le terme, il y avait un terme moins c qui apparaissait. Il est au carré, hein, donc si ce n'est pas évident, si ce n'est pas intuitif pour vous, vérifiez-le explicitement. Vous refaites le même calcul. Tiens, ça fait un petit exercice comme ça de cours pour vérifier son cours. Vous refaites cette toute petite démonstration et vous vérifiez que cette fonction-là, elle obéit aussi à cette équation-là. On obtient obéit à la même équation. Donc, à savoir d2g sur dx2 moins 1 sur c2 d2g sur dt2 est égal à 0. Voilà. Donc, on a deux fonctions indépendantes. Parce qu'il y en a une qui est fonction de x moins ct, l'autre qui est fonction de x plus ct, qui sont toutes les deux solutions d'une équation différentielle, comme ça. Donc, j'ai créé. Donc, f de x plus ct et g de x, pardon, f de x moins ct et g de x plus ct sont toutes deux
solution de l'équation dite de d'Alembert. Donc, mathématicien, physicien et philosophe du XVIIIe siècle, de d'Alembert. Et donc, cette équation, je vais la noter avec une autre variable. Je ne vais pas prendre f ou g, hein, puisque je suis en train de dire que f et g obéissent à cette équation-là. Donc, souvent, une variable qu'on prend dans les ondes, c'est psi. Alors, ça va vous sembler un peu barbare au début, mais vous allez vite vous habituer. d de psi sur dx de e moins d de psi sur dt2 au facteur 1 sur c carré près est égal à 0. Voilà, ça c'est donc ce qu'on appelle l'équation de d'Alembert. Voilà, et ça donc c'est à savoir par cœur. Alors j'ai dit équation différentielle, c'est un petit peu gonflé en fait, je ne sais pas si on vous a... Est-ce qu'en maths vous avez déjà vu et déjà résolu ce genre d'équation? Pourquoi je ne peux pas vraiment dire que c'est une équation différentielle? Qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que c'est pour vous une équation différentielle? Oui? C'est avec des dérivés ou des différentiels? Bon, d'accord. Voilà, et là c'est les dérivés partiels. Donc précisément ce qu'on appelle en mathématiques une équation aux dérivés partiels. Ce qui est infiniment plus compliqué qu'une équation différentielle, a priori. Donc il y a des mathématiciens qui passent leur vie sur quelques sujets, quelques équations aux dérivés partiels, et la plupart des équations aux dérivés partiels, on ne connaît toujours pas leur solution, on ne sait même pas si elles en ont une. Hein? Donc quand on est mathématicien, on peut passer du temps à savoir s'il existe une solution, si elle est unique, et puis c'est déjà beaucoup. Souvent on n'en sait pas plus, on n'arrive pas à donner l'expression. Mais là, ça va être tout simple. La solution générale de cette équation, en fait, c'est assez simple parce qu'on a une équation qui est linéaire. Ça veut dire quoi qu'elle est linéaire? Ça veut dire que si je prends... Vous savez reconnaître une équation différentielle linéaire? Vous savez ce que c'est? Par exemple, si je prends une équation différentielle, vraiment sans dérivée partielle, il n'y a pas de terme, en maths, vous écrivez les dérivés, c'est y' de x, je crois, tout le temps. Eh bien, il n'y a pas de terme en y' carré. Une équation différentielle du genre y' carré égale log de x, ce n'est pas une équation différentielle linéaire. Il ne faut pas qu'il y ait terme en y' carré ou racine de y', des trucs comme ça. Là, c'est linéaire. Ça veut dire que si je prends deux solutions particulières, si j'ai trouvé deux solutions particulières de cette équation, eh bien, je peux en superposer, je peux les superposer, ça va faire encore une solution. Donc, propriété importante. Cette équation est linéaire. Donc, toute combinaison de solutions, toute combinaison du type psi de x t égale f de x moins ct plus g de x plus ct est solution. Est aussi solution. Et en physique, ça, quand on a des équations différentielles qui sont linéaires, eh ben, ça simplifie pas mal les calculs. Alors, ce qu'on n'a pas démontré là, et je ne vais pas le faire parce que sinon, c'est pas plus dur que ça, mais ça ferait un peu beaucoup de dérivés partiels, un peu trop de maths, pas assez de physique, donc je laisse tomber. Mais ce qu'on doit démontrer et qu'on n'a pas encore fait, c'est que ce sont les seules solutions. Ça, c'est toujours solution, c'est-à-dire vous prenez n'importe quelle fonction de x moins ct, n'importe quelle fonction de x plus ct, par exemple, mais des trucs horribles. Prenez sinus de exponentielle de x moins ct au cube. C'est une solution de l'équation d'Alembert. Mais vous faites pire que ça, vous prenez ça, mais vous rajoutez plus logarithme de x moins ct, divisé par, je sais pas quoi, par 4. C'est aussi une solution, et donc la somme des deux sera aussi solution de l'équation d'Alembert. D'accord ? On admet que ce sont les seules. Toutes les solutions peuvent s'écrire comme ça. On peut aussi les écrire autrement, attention.
Mais on peut toujours écrire les solutions, toutes les solutions sous cette forme-là. Donc admis, toutes les solutions de l'équation de D'Alembert peuvent s'écrire sous cette forme. Alors, je vais montrer que quand on a une fonction qui obéit à cette équation de D'Alembert, alors elle est forcément, on peut forcément l'écrire sous la forme de la somme d'une fonction de la variable x moins ct et d'une fonction de la variable x plus ct. Alors, comme c'est ces deux variables que je vise, je vais poser justement, petit u égale x moins ct et petit v égale x plus ct. Alors, je pars de l'équation de D'Alembert et j'essaye de faire intervenir ces deux variables intermédiaires u et v. Alors, ce que je peux voir, c'est que si je calcule par exemple la dérivée partielle de f par rapport à t, comme j'ai deux variables là qui sont indépendantes, u et v, je dois pouvoir exprimer la dérivée partielle par rapport à t en fonction des dérivées partielles par rapport à u et v. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle de la chaîne, hein, quand on a une dérivée partielle. Donc ça me fait d rond f sur d rond u fois d rond u sur d rond t, plus d rond f sur d rond v fois d rond v sur d rond t. Bon, alors j'ai ici une dérivée partielle de u par rapport à t. Qu'est-ce que ça fait? Je regarde sur l'expression de u, je m'aperçois que ça fait moins c. Donc tout ce qui est ici, ça c'est moins c. Et puis dérivée partielle de v par rapport à t, je m'aperçois que ça fait plus c. Bon, donc je peux regrouper les deux, je dis en factorisant par c, ça nous fait c facteur de d rond f sur d rond u, plus, alors il y a un signe moins ici, en fait, donc ça nous fait c facteur de d rond f sur d rond v, et puis je vais mettre le signe moins là, moins d rond f sur d rond u. Voilà. Bon, ça y est, donc j'ai la dérivée partielle de f par rapport à t. Alors je calcule maintenant la dérivée seconde de f par rapport à t, puisque j'en ai besoin dans l'équation de D'Alembert. Alors, j'y vais, j'écris d'abord que par définition, la dérivée seconde de f par rapport à t, c'est la dérivée par rapport à t de la dérivée première. Et alors là, je peux appliquer encore une fois la règle de la chaîne, et je vais dire que ça, c'est la dérivée par rapport à u de d rond f sur d rond t que multiplie d rond u sur d rond t, plus, j'écris la même chose pour la variable v, j'écris dérivée partielle par rapport à v de d rond f sur d rond t, et je multiplie par dérivée de v par rapport à t. Donc c'est la règle de la chaîne appliquée à cette dérivée partielle-là. Bon, alors, d rond f sur d rond t, c'est simplement l'expression que j'ai au-dessus. Donc on arrive à un calcul un petit peu rébarbatif, mais sans difficulté. J'ai écrit en dessous, donc ça fait 2f sur dt2, et donc j'essaye de simplifier, de factoriser ce que je peux. Alors, je vois ici, encore une fois, d rond u sur d rond t. Ben, en regardant l'expression d rond u sur d rond t, c'est moins c, d rond v sur d rond t, c'est plus c. Donc en fait, l'expression, ça peut déjà simplifier un petit peu. Je vais factoriser par c, et ça nous donne c facteur de d rond sur d rond v de d rond f sur d rond t, moins d rond sur d rond u de d rond f sur d rond t. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à remplacer par les expressions de d rond f sur d rond t par son expression qui est ici. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bon, j'y vais pour le premier terme. On obtient, donc je dois dériver par rapport à v cette expression, donc ça nous fait c facteur de d2f sur dv2 moins d2f sur d rond v
d rond u. Voilà. Bon, ça c'est le premier facteur, et je dois retirer à ça moins d rond sur d rond u de toujours cette expression. Donc, je dérive par rapport à u l'expression entre crochets ici, ça nous fait d2f sur d rond u, d rond v, et puis encore un signe moins, d2f sur d rond v, d rond u. Voilà, donc une expression qui a l'air assez horrible, mais on va la simplifier assez vite. Donc ça nous fait d2f sur dt2 qui est égal à tout ça. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh bien, alors vous avez deux termes ici en c carré, donc d2f sur dv2, qui a un terme analogue en d2f sur du2 en principe. Alors où est-ce que je l'ai mis? J'ai dérivé par rapport à u, donc en fait ici c'est un du2. Voilà. Alors, bon ben j'y vais, je regroupe, je vais me faire un petit peu de place au-dessus. Ça nous fait que la dérivée seconde de f par rapport au temps, c'est donc égal à, alors je factorise par c carré facteur de, donc ici je vois une dérivée seconde de f par rapport à v, d2f sur dv carré, et puis ici j'ai moins, donc avec un signe plus, d2f sur du2, d2f sur du2, et puis il me reste des termes croisés ici, donc j'ai un moins d2f sur d rond v, d rond u, moins d2f sur d rond u, d rond v. Alors, bon, théorème de Schwarz, on a des fonctions qui sont suffisamment régulières pour pouvoir permuter les dérivations. Donc, c'est en fait deux fois la même expression. Donc, je peux écrire que ça fait moins deux fois dérivée seconde de f par rapport à u et à v. Voilà, donc le plus dur est fait, c'est ce terme-là, d2f sur dt2. J'ai réussi à l'exprimer uniquement à partir des dérivées partielles par rapport aux variables u et v. Alors je peux faire la même chose avec le terme de gauche, d2f sur dx2. Alors je vous passe le calcul, il n'est pas compliqué, hein, donc je vous montre quand même le début. Si on écrit d rond f sur d rond x par exemple, d rond f sur d rond x, on peut dire que c'est d rond f sur d rond u fois d rond u sur d rond x, plus d rond f sur d rond v fois d rond v sur d rond x. Donc ça part un petit peu de la même façon que tout à l'heure. Bon, mais c'est encore plus simple parce que d rond u sur d rond x, on voit ici que ça fait 1. D rond v sur d rond x, on voit ici que ça fait 1. Donc il me reste juste d rond f sur d rond u plus d rond f sur d rond v. Voilà. Bon, donc il n'apparaît pas le terme en c de tout à l'heure, et du coup, bon, c'est vraiment le même genre de calcul, ça simplifie de la même façon, et je vous donne donc directement le résultat. Le résultat, c'est que quand on dérive deux fois, cette fois par rapport à x, bon, il n'apparaît pas ce facteur c, et puis il n'y a pas de changement de signe. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient d2f sur dv2 plus d2f sur du2. Et puis il y a un signe plus, d2f sur d rond u, d rond v. Donc c'est les mêmes termes à un signe près qui est celui-là. Voilà. Alors là, maintenant il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation de d'Alembert, qui est juste au-dessus. Donc on s'aperçoit que si l'équation de d'Alembert est vérifiée, ça veut dire que ce qui est ici doit être égal à ce qui est dans le crochet au-dessus. Or, on voit bien qu'il y a deux termes qui sont identiques, hein, les deux premiers ils sont identiques dans les deux expressions, et donc l'équation de d'Alembert n'est vérifiée que si on peut écrire, hein, donc cette équation de d'Alembert, elle implique que 2 d2f sur d rond u, d rond v, moins ce terme-là, c'est-à-dire donc moins 2 d2f sur d rond u, d rond v. Bon, ça doit être égal à 0.
Alors il est évident que ça veut dire simplement que la dérivée seconde de f par rapport à u et v, ça doit être nul. Donc je vais l'écrire ici. D de f sur d en u, d en v doit être égal à 0. Voilà. Donc toute fonction qui obéit à l'équation de D'Alembert doit répondre à cette condition toute simple. Alors, ça, qu'est-ce que ça nous donne comme information? La chose qu'on peut dire, c'est que, je vais réécrire autrement, ça c'est la même chose que si je dis que la dérivée par rapport à u de d rond f sur d rond v est égale à 0. C'est-à-dire qu'on a ici, ce qui est dans la parenthèse, on a une fonction qui, quand je la dérive par rapport à u, donne 0. La dérivée par rapport à u d'une certaine fonction, ça fait 0. Donc c'est une fonction, on pourrait dire si on avait une seule variable que ce serait, ce qu'il y a dans la parenthèse, que ce serait une constante. En fait c'est pas une constante puisqu'il y a une autre variable v. Hein. Donc si la dérivée par rapport à u de ce machin est égale à 0, ça veut dire que ce machin-là, c'est une fonction, c'est pas une fonction de u, ça peut être qu'une fonction de v. Donc on en déduit que d rond f sur d rond v, c'est une fonction de v. Alors je sais pas, je vais la nommer petit a de v. Voilà. Et donc j'ai maintenant la dérivée partielle par rapport à v de f qui donne une fonction de v. Qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction f? Eh bien, ça veut dire que la fonction f, c'est une primitive de cette fonction-là, plus une, on pourrait dire une constante si on avait une seule variable, mais puisqu'on a deux variables, plus une fonction de u uniquement. Donc ça nous donne une fonction que je note alpha de v, plus une autre fonction de u. Voilà. Donc qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que toute solution de l'équation de D'Alembert doit pouvoir s'exprimer comme une somme de deux fonctions, une qui dépend uniquement de u, c'est-à-dire de x moins ct, et l'autre qui dépend uniquement de x plus ct. Je réécris ça. La fonction f, solution de l'équation d'Alembert, c'est une fonction de la variable x moins ct, plus une fonction de la variable x plus ct. Voilà. Le calcul que je viens de faire montre qu'il est toujours possible d'écrire la fonction f solution de l'équation de D'Alembert. Il est toujours possible de l'écrire sous cette forme-là. Mais bien sûr, on n'est pas obligé de l'écrire sous cette forme-là. Puis on verra d'ailleurs que donc cette forme de solution en onde progressive, elle n'est pas toujours intéressante. Par exemple, si on s'intéresse aux vibrations, comme les vibrations des cordes ou des colonnes d'air dans les instruments de musique, ben, on a plutôt intérêt à l'écrire autrement, directement sous la forme d'ondes stationnaires, qui sont en fait des combinaisons linéaires des ondes progressives. Alors, pour que ça reste pas abstrait trop longtemps, exemple d'application immédiate. Exemple. Si vous avez une onde progressive, si à t égale à 0, hein, je donne un exemple. À l'instant t égale à 0, vous connaissez, c'est-à-dire vous avez fait une photographie d'une certaine onde, une certaine perturbation à un instant t égale 0 donné. Si à t égale à 0, vous avez f de x, à l'instant t égale à 0, qui vaut bon, un truc comme ça, exponentielle moins x carré. Bon, ça a l'air un peu compliqué comme fonction, mais en fait, c'est vraiment une fonction qui est facile à dessiner. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça ressemble à quoi? Enfin, exponentielle moins x carré. Intuitivement, ça fait quoi comme représentation graphique? Non, non. X égale à 0, c'est là. Pour x égale à 0, ça vaut combien, ça? Ça vaut 1, d'accord? Et ben, si x différent de 0, ça vaut plus ou moins que 1? Ça vaut moins que 1. L'exponentielle de moins un terme positif, c'est toujours plus petit que 1, d'accord? Et puis ça tend vers 0 à l'infini. Je croyais que vous connaissiez ça parce qu'en terminale, il y a un théorème balèze qui s'appelle le théorème de Moivre-Laplace qui fait intervenir
les gaussiennes, on appelle aussi les fonctions normales. Bon, c'est ça. Hein. À des coefficients près. Hein. Je pourrais rajouter exponentielle moins ax carré, puis mettre un terme devant du genre 1 sur racine de 2pi, tout ça. Donc c'est ce que vous avez vu, c'est les courbes en cloche. Alors, voilà, ça ressemble à ça. Bon, ben mettons que ça se balade à la vitesse c égale 2 mètres par seconde. Voilà, ça c'est la photo de cette onde, c'est la photo de cette perturbation à l'instant t égale à 0. Alors, ça avance à la vitesse 2 mètres par seconde. Donc, bien sûr, si vous attendez une seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute cette cloche se décale de 2 mètres vers la droite. Bon, moi, ce que je vous demande, c'est compte tenu de ce qu'on vient de dire, quelle est l'équation de cette perturbation à n'importe quel instant? À l'instant t quelconque, f de x t, comment je fais pour l'exprimer mathématiquement? Il suffit de faire quoi? En étant un peu astucieux. Si c'est une onde qui se propage vers la droite sans se déformer, et toujours à la même vitesse, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que cette fonction-là, elle ne peut dépendre que de la variable x moins ct. Or, on connaît déjà ce qui se passe à l'instant t égale à 0, un instant particulier. Autrement dit, allez, je vous le dis pour ce coup-là, puis après ça sera automatique, j'espère sur d'autres exemples. Il y en a qui voient? Proposition? Exponentielle de moins, et au lieu de mettre x au carré, qu'est-ce qu'on va mettre au carré? X moins ct. Ça ne peut dépendre que de la variable x moins ct si ça se balade de gauche à droite. Bon, j'ai dit c égale 2. Hein. Voilà, je le mets comme ça. Voilà, c'est super simple en fait. Il suffit, si on vous dit c'est une onde qui se propage de gauche à droite, eh bien, il vous suffit de remplacer dans l'expression initiale, aussi horrible soit-elle, vous avez l'expression de, vous avez la formule mathématique qui vous donne la forme de l'onde à l'instant t égale à 0. Eh bien, vous avez juste à remplacer x par x moins ct, et ça y est, vous avez l'expression mathématique de la forme de l'onde à n'importe quel instant. D'accord? Voilà. Il suffit donc, et je le mets en dessous, hein, qu'est-ce qu'on a fait? On remplace x par x moins ct. Bon, alors je prends un autre exemple avec une fonction un peu plus quelconque. Je prends comme expression de perturbation, mettons que je connaisse l'allure de la perturbation en fonction de x, mais seulement à l'instant t égale 3. Donc, mettons que c'est 2 exponentielle moins 4 facteur de x moins 5, le tout au carré. Alors ce que je voudrais savoir, moi, connaissant juste l'allure de la perturbation à l'instant t égale 3, quelle est l'allure de la perturbation à un instant t quelconque? Pour ça, bien sûr, il faut que je connaisse la célérité de l'onde. Donc c'est, mettons, c égale 2 mètres par seconde. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que cette perturbation, bien sûr, elle ne dépend que de la variable x moins ct. Et si elle ne dépend que de la variable x moins ct, je peux aussi écrire que elle ne dépend que de la variable x moins ct moins 3. Voilà, c'est équivalent. Alors, comme je l'écris comme ça, quel est l'avantage de l'écrire comme ça? Quand on fait dans cette expression t égale 3, on s'aperçoit que tout ce qui est temps disparaît, en apparence bien sûr, et il ne reste que x dedans. Donc ça correspond bien à une expression comme celle qui est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir l'expression de la perturbation en x quelconque à l'instant t quelconque, il suffit que je remplace dans cette expression, chaque fois que je vois x, je vais le remplacer par cette expression-là, x moins ct moins 3. Donc, action, ça fait 2 exponentielle de moins 4 facteur de... Alors, donc au lieu d'avoir x moins 5 au carré, je vais remplacer x par x moins c facteur de t moins 3 et moins 5, et le tout est au carré. Voilà.
Donc encore une fois, ça c'est bien aussi, hein, j'ai considéré ici que on avait une combinaison de x moins ct moins 3, mais on voit bien aussi que tout ça c'est une fonction de x moins ct, hein, c'est vraiment équivalent. Bon, alors je simplifie un petit peu, ça nous fait 2 exponentielles de moins 4 facteurs de x. Alors moins ct, j'ai dit que c ça valait 2 mètres par seconde, donc x moins 2 fois t. Et puis qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus 2 fois 3, 6, moins 5, ça fait plus 1. Voilà. Voilà l'expression de la perturbation en x quelconque à un instant t quelconque. Alors on peut visualiser ça, par exemple, si on se demande quelle est l'expression de la perturbation à l'instant t égale 4. Alors il suffit d'écrire ici f de x à l'instant t égale 4. D'après cette expression, c'est égal à 2 exponentielle de moins 4 facteurs de x, moins, alors je remplace t par 4, ça fait moins 8, plus 1, moins 7, facteur de x moins 7, le tout au carré. Voilà. Alors c'est facile à vérifier, par exemple ici, qu'est-ce que j'ai représenté? En fait, j'ai représenté un bout de gaussienne d'amplitude 2. Voilà. Donc, pourquoi 2? Parce que l'exponentielle ici, elle a pour valeur maximum 1, et évidemment, donc, pour quelle abscisse x obtient-on cette valeur maximum? Pour l'abscisse x égale 5. Donc je peux représenter ça graphiquement ici, c'est à l'abscisse x égale 5 que l'amplitude est maximum, et cette amplitude, elle vaut 2. Voilà, j'ai une hauteur de 2. Alors j'ai dit que cette onde, elle avançait à la vitesse 2 mètres par seconde, donc ça veut dire que si j'attends une seconde, c'est-à-dire si j'attends entre l'instant t égale 3 et l'instant t égale 4, normalement cette bosse doit se retrouver en x égale 7. 5 plus 2, 7. Bon, là c'est bien ce que je vois ici. On voit bien que sur cette expression, l'amplitude de l'exponentielle est maximum lorsque x moins 7 s'annule, c'est-à-dire lorsque x égale 7. Hein, donc j'aurai bien l'allure d'une même bosse. Hein, c'est une solution de l'équation d'Alembert, donc c'est une équation qui correspond à des déplacements des ondes sans déformation. Hein, donc ça sera toujours la même bosse avec la même amplitude, simplement au lieu d'être centrée en x égale 5, elle sera centrée en x égale 7. Bon, une remarque. Quand je dis que quand j'écris f de x moins ct, c'est donc ce que je viens de dire, c'est que toutes les ondes qui se baladent de gauche à droite, elles peuvent s'écrire sous la forme d'une fonction de x moins ct. Eh bien, si je prends la variable dont je parle, x moins ct, je peux faire un tout petit changement dans son expression mathématique, c'est super simple. Je peux factoriser par moins c. Et donc j'obtiens moins c, facteur de t moins x sur c. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si je dis que f peut s'exprimer en fonction de x moins ct, ça revient au même de dire que f peut être exprimé en fonction de t moins x sur c. Ça revient au même, c'est la même chose. N'importe quelle fonction mathématique ne dépendant que de la variable x moins ct peut être réécrite sous la forme d'une fonction de t moins x sur c. Donc cette fonction-là, un mathématicien il noterait égal grand F de t moins x sur c. Voilà. Ça peut être réécrit sous cette forme-là. Un physicien il ne s'embête pas, il reprend le même nom. Et il veut dire par là, de manière un peu plus vague mais beaucoup plus agréable à écrire, que n'importe quelle fonction de x moins ct peut être écrite aussi comme fonction de la variable t moins x sur c. Donc, dès que vous voyez dans une expression même compliquée, vous voyez un truc en t moins x sur c, s'il s'agit du chapitre sur les ondes, ben vous savez qu'il s'agit en fait de la description d'une onde qui se propage à la vitesse c vers la droite. Donc attention, signe moins entre x et t, ça veut dire vers la droite. Signe plus, ça veut dire que ça part vers la gauche. Bon, exemple. Tenez, je reprends celle-là. Hein. Si je dis f de xt égale exponentielle de moins x moins ct au carré,
bah, je refais là ce que je viens de faire, je factorise par moins c, donc ça fait exponentielle moins, et à l'intérieur, donc je mets mon moins c, facteur de t moins x sur c, et c'est ça qui est au carré. Voilà. Je peux le simplifier bien sûr, hein. Je peux dire ça fait donc exponentielle de moins c carré, facteur de t moins x sur c au carré. Vous êtes d'accord que ça, c'est bien une fonction de t moins x sur c. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Alors, si je prends un exemple numérique, autre fonction, je prends f de x et t. Voilà, mettons qu'on vous dit, il y a une perturbation qui s'écrit au cours du temps a cosinus de 6t plus 2x. Vous avez une fonction donc, qui décrit la propagation d'une onde. Je voudrais savoir dans quel sens cette perturbation se propage et à quelle vitesse. Allez-y. Ma question c'est, est-ce qu'il s'agit bien d'une onde? Là je dis que c'est une onde. Oui, bah, est-ce qu'il s'agit bien d'une onde? Pourquoi? Dans quel sens elle se balade? On est à une dimension, hein, donc il y a un axe x, c'est soit plus x, soit moins x. Et ensuite, mieux que ça, à quelle vitesse? Pour avoir la célérité, hein, et pour savoir si c'est bien une onde, il s'agit juste, puisque toute la démonstration est faite, hein, on admet maintenant le résultat, il s'agit juste de voir si ça peut être mis sous la forme d'une combinaison x moins ct, ou x plus ct, ou t moins x sur c, ou t plus x sur c, puisque je ne l'ai pas fait, mais vous êtes bien d'accord qu'on obtiendrait aussi t plus x sur c. Est-ce qu'on peut peut-être en factorisant un petit peu, est-ce qu'on peut écrire ça, l'argument, là, 6t plus 2x, est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme x plus ct, fonction de x plus ct? Bon, alors, c'est toujours les mêmes? Allez, Gauthier alors. Voilà. Très bien. On factorise l'argument du cosinus par 2. Ça fait a cosinus de, je mets des crochets pour différencier, 2 fois x plus 3t. Donc, c'est une fonction de x plus 3t. C'est une fonction de x plus 3t. Donc, je vous ai dit, on va repérer, hein, vous allez prendre l'habitude, parce que vous allez voir plein d'exemples, on repère dans l'expression, est-ce qu'il y a une combinaison quelque part de l'espace et du temps? S'il y a une combinaison sous forme x plus t, x plus truc t, x moins truc t, c'est une onde. D'accord? Et après, on réfléchit sur le signe. Quand il y a un signe moins entre les deux, ça se balade vers la droite. Hein, enfin, dans le sens x croissant. Quand il y a un signe plus, ça se balade dans le sens x décroissant, c'est tout. Donc là, ça se balade dans le sens x décroissant. Et en plus, à quelle vitesse? À 3 mètres par seconde, puisque ça, c'est le coefficient, c'est x plus ct. Hein, donc du type x plus ct, bien sûr, avec c égale 3 mètres par seconde. Donc, c'est une onde, bien sûr, qui a un plus, onde dans le sens x décroissant, hein, à cause du plus. Voilà. Grand C, donc, exemple de mise en équation d'un problème de mécanique, puisqu'on fait des ondes mécaniques ici. On va s'intéresser au phénomène propagatif, au phénomène où des ondes peuvent se propager. Donc, bon, là, je vous ai montré sur le ressort, mais vous savez très bien que si on tape sur une corde tendue, bah, la perturbation va se propager dans un sens, va peut-être rebondir aux extrémités. Alors, pour l'instant, j'évacue les extrémités. On a une corde qui est très, très longue et on s'intéresse à la propagation avant que ça rebondisse sur un côté.
Donc après, dans la suite du cours, on s'intéressera justement au rebond, quand la corde est attachée sur un mur, quand elle est tirée par un poids, quand on passe d'une corde à une autre, etc. pour aller calculer le coefficient de réflexion sur une extrémité, puis ça va rebondir, ça va partir en arrière, ça va rebondir sur l'autre extrémité, puis après, il y a plusieurs perturbations qui vont se superposer, il y a plein de trucs intéressants qu'on pourra faire. Pour l'instant, c'est juste le tout début de l'onde. On perturbe la corde en un endroit et puis vous avez une propagation, une perturbation dans un sens. Alors, on sait d'avance que ce problème, que cette situation physique va pouvoir être décrite par des ondes. Donc ce qu'on veut, c'est mettre en équation ce problème de mécanique et aboutir à une équation de D'Alembert. Parce que c'est quand on aura écrit l'équation du mouvement de chaque point de la corde sous la forme d'une équation de D'Alembert qu'on sera sûr que les solutions à ce problème seront du type propagatif. Donc c'est le but du jeu, c'est retrouver l'équation de D'Alembert. Alors, j'y vais. Je représente une corde qui était initialement horizontale. Voilà, mettons qu'au départ, elle était suivant l'axe X, la corde. Corde infinie pour l'instant. Voilà, à un instant donné, mettons que sa tête, ce soit ça. Allez, si je prends comme ça. Je veux décrire le mouvement de chaque point de la corde, à tout instant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'est un milieu continu, je ne peux pas prendre comme système toute la corde, puisque c'est quelque chose de déformable. Ce n'est pas de la mécanique du point, parce que c'est un milieu continu. Ce n'est pas non plus de la mécanique du solide, puisque je m'intéresse aux déformations. Donc, je suis obligé de décomposer cette corde en une infinité de petits morceaux. C'est ce qu'on va toujours faire dans le chapitre sur les ondes, puisqu'il y aura toujours des déformations locales. Donc, le petit morceau, mettons, voilà, ça va être ça. Je vais le dessiner, non, je vais le laisser comme ça. Simplement, je vais dire que ce morceau, il est caractérisé par une abscisse X à gauche et une abscisse X plus dx à droite. Voilà. Alors, pour que les calculs ne soient pas trop compliqués, ça va déjà être pas mal comme ça, je vais imaginer que la corde est bien tendue, qu'elle reste proche de l'horizontale, donc petits mouvements. La perturbation, ça va être quoi? Ça va être l'altitude de la corde par rapport à sa position d'origine. Donc je vais noter ça, cette altitude c'est Y, je n'ai pas besoin d'inventer une autre notation. Y, ça va être l'altitude de la corde par rapport à sa position d'origine à l'équilibre à l'horizontale. Si elle est à l'équilibre à l'horizontale, ça veut dire qu'en fait, très très loin, je suis en train de tirer dessus, par exemple, j'ai accroché un poids de façon à ce que la tension de la corde soit constante. Je tire suffisamment dessus aussi pour que le poids de chaque morceau de corde soit négligeable. C'est-à-dire que la corde ne va pas se mettre à pendouiller comme ça. Je vais négliger le poids. Donc, hypothèse. Petit mouvement. Je mets en abrégé. Petits mouvements transversaux. Donc c'est dans le plan vertical, plan du tableau. Donc la perturbation, ça sera Y. La perturbation, ça sera la donnée de la fonction Y à n'importe quel instant et à n'importe quel endroit. Je néglige le poids. Je néglige aussi ce qu'on appelle la raideur de la corde. Pas de raideur. Alors qu'est-ce que ça veut dire, pas de raideur? Si vous imaginez une tige en métal assez fine, si je la pose sur la table et puis que je la pousse un petit peu du côté, elle va se mettre à pendouiller un petit peu du côté de la table. Mais elle ne va pas se mettre à la verticale. Une tige en métal, elle a une certaine raideur.
Ce n'est pas une raideur infinie, c'est-à-dire que la tige, elle ne va pas rester bien à l'horizontale si elle est fine, mais elle va un petit peu baisser. Mais elle ne va pas se baisser complètement à la verticale dès qu'elle arrive au bord. D'accord ? Donc une tige de métal, elle a une certaine raideur. Là, je considère une ficelle, par exemple. Imaginez une ficelle, un bout de ficelle que vous faites dépasser du bout de la table. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de raideur? Ça veut dire que dès qu'elle dépasse le bout de la table, toc, elle descend à la verticale. Okay, c'est ça, sans raideur. Qu'est-ce que ça veut dire pour mon problème que ça n'a pas de raideur? Ben, ça veut dire que ce morceau de ficelle va subir une force de la part de la partie droite de la corde, de la ficelle, et cette force est exactement tangente à la corde. Alors je ne sais pas si là j'ai bien fait un truc tangent, allez je le laisse comme ça quand même. Voilà. Cette force est tangente à la corde. Je vais représenter, c'est une convention, hein, mais il faut bien adopter une certaine convention. Je vais représenter à chaque fois par la lettre T la force qu'exerce la partie droite sur la partie gauche, à l'endroit où je représente cette force. D'accord ? Donc ça, c'est T de x plus dx. Et donc, convention, T de x ou x plus dx, c'est la force exercée par la partie droite sur la partie gauche. Voilà. Donc, mon système, c'est ça. Hein. Tenez, je le représente quand même en vert pour qu'on soit bien d'accord. C'est un petit élément de corde de masse, mettons, dm. Voilà. Compris entre les abscisses x et x plus dx. Oui ? Oui, ça. C'est la force de tension, d'accord. Je vais admettre que, puisque j'ai des petits mouvements transversaux, j'ai des petites déformations, je vais admettre que les angles aussi que fait la corde avec l'horizontale sont petits. Donc, je rajoute comme hypothèse aussi petits angles. Voilà. Alors, de l'autre côté, en ce point-là, quelle est la force exercée par la partie gauche sur le système? Eh bien, si je continue à écrire T comme la force exercée par la partie droite sur la partie gauche, je suis obligé de dire que la force subie par le système, le petit élément qui est en vert, ici, ce n'est pas T de x, c'est exactement l'opposé, loi action-réaction, c'est moins T de x. Donc ici, sans raideur, ça veut dire tangent aussi, et là, la force qui est exercée, c'est moins T de x. Voilà. Bon, les angles sont petits, hein, donc les angles avec l'horizontale sont petits. Il n'y a pas de raideur. Les mouvements transversaux sont petits et sont verticaux. Bon, avec ça, on a de quoi mettre en équation sans trop de problèmes. Alors, on y va. C'est de la mécanique, donc PFD. Le PFD me dit que la somme des forces c'est la masse, dm, fois l'accélération. Alors, je projette, puisque c'est ce qu'on fait d'habitude, je projette sur deux directions perpendiculaires. Donc, particulier en projection sur x. Dans ma projection sur x, ça me donne la composante suivant x de la force T à l'abscisse x plus dx, donc T indice x de x plus dx, moins la même chose à l'abscisse x, égale dm, le petit élément de masse, fois, eh bien, puisqu'on vient de dire que les mouvements, on a supposé qu'ils étaient tout petits et transversaux, l'accélération est aussi verticale, transversale, donc verticale, donc sa composante horizontale, c'est 0. Bon, donc Tx à l'abscisse x plus dx est le même que à l'abscisse x. Je peux l'écrire aussi, d rond Tx sur d rond x est égal à 0. C'est-à-dire
Tx est uniforme, c'est-à-dire indépendant de x. Bon, donc à l'horizontale, il n'y a rien de surprenant. Comme les angles sont petits, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regardez ce que c'est Tx. Je projette, Tx c'est quoi? C'est la projection de ce vecteur orange sur l'horizontale. Là j'ai un angle, je peux appeler θ si vous voulez, qui est très petit. Donc en radian très petit devant 1. Ça veut dire que Tx c'est quasiment la norme de la tension de la corde. Donc ça veut dire que, alors je l'écris, or Tx c'est quoi? C'est T fois cosinus de l'angle θ que je viens d'introduire. Donc c'est égal, bah, vous connaissez le développement limité, hein, cos θ c'est 1 moins θ carré sur 2. Donc ça vaut T au deuxième ordre près en θ. D'accord? Au deuxième ordre près. Voilà, autrement dit, la tension T de la corde, elle est la même tout le long de la corde. Ça veut dire qu'il n'y a que la direction de la tension qui change, mais par contre, sa norme reste la même. Tension uniforme. Alors, maintenant, plus intéressant, c'est suivant l'axe Y, projection sur Y. Bon. La composante suivant Y du premier vecteur moins la composante suivant Y du deuxième, ça fait l'élément de masse multiplié par l'accélération suivant Y, c'est-à-dire dérivée seconde de Y par rapport au temps. Allez, encore un petit peu de concentration, hein. Ça me semble nécessaire. Bon, ça, qu'est-ce que j'en fais? J'ai une petite variation sur dx. Donc, premier ordre, j'ai dit que ça fait d rond ty sur d rond x fois dx. C'est égal à quoi? Alors, dm, c'est la masse de ce petit élément de longueur. Et sa longueur, justement, c'est dx, puisque la corde est quasiment horizontale. Donc, pour décrire cette masse, je vais dire que c'est sa masse linéique, c'est-à-dire sa masse par unité de longueur, elle est toujours notée mu en physique, multipliée par l'élément de longueur qui est dx. dm, c'est mu dx, avec mu, la masse linéique de la corde, c'est-à-dire sa masse par mètre, tout simplement, multipliée par y2 points. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ty? Ben, ty, donc c'est la composante de t, du vecteur t, de norme t, constante, sur l'axe y. Et bien, je vois que c'est, géométriquement, c'est norme de t fois sinus de l'angle θ. Donc ty, c'est t, c'est la tension dont on vient de montrer qu'elle est constante, fois sinus θ. Comme les angles sont petits, je le réécris ici, ben sinus θ c'est quasiment égal à θ. Donc ça fait t fois θ. Mais comme les angles sont petits, encore une fois, c'est aussi pareil que tangente θ. Pourquoi j'écris tangente θ? Ben parce que tangente θ, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire cette hauteur-là sur celle-là. Ben ça, c'est la pente de la corde. Autrement dit, c'est d rond y sur d rond x. Donc c'est t fois d rond y sur d rond x. T, c'est le même partout le long de la corde. Bon, ben j'ai presque fini. Je combine ces deux équations. Ouais, ça, je n'ai pas besoin. Donc, conclusion. Je reprends cette équation. Ici. Regardez ici, j'ai d rond ty sur d rond x. Et ty, c'est ça. Ça, c'est constant. Qu'est-ce que ça fait quand je dérive par rapport à x? Ben, c'est constant, ça sort.
Et il faut que je dérive par rapport à x. Ça s'appelle comment? D rond y sur d rond x, quand je le dérive par rapport à x, c'est la dérivée seconde. Donc, j'ai t fois d2y sur dx2 qui est égal à, alors multiplié par dx, qui est égal à mu dx y seconde. Je simplifie bien sûr par x. Et qu'est-ce que je vois? J'obtiens d2y sur dx2 moins mu sur t d2y sur dt2, parce que y seconde, c'est jamais qu'une abréviation pour ça, est égal à 0. Et là, qu'est-ce que je vois, miracle? Qu'est-ce que je vois avec bonheur? C'est une équation de d'Alembert. C'est une équation de d'Alembert donc quand vous voyez ça, ça veut dire que vous n'êtes pas gouré, vous avez réussi à mettre en équation, hein, ce qui est le plus difficile. Hein. Donc là, je dis, voilà. C'est une équation d'Alembert avec, ben, je regarde par analogie ici, ça doit être le terme 1 sur c carré. Donc avec 1 sur c carré égale mu sur t, soit c égale racine de t sur mu. Voilà. Quand on voit ça, quel est le premier réflexe qu'il faut avoir quand on vient de faire un quart d'heure, quand on a mis un quart d'heure pour faire un calcul? Voilà, on regarde si c'est homogène. Donc ça, moi, je vous demanderai de le faire pour la prochaine fois. Vous vérifierez que ça, c'est bien homogène. C égale racine de t sur mu. Ça vous fait réviser un petit peu le calcul dimensionnel. Bon, alors comment vérifier la formule C égale racine de t sur mu? Par calcul dimensionnel. Donc, en principe, t, c'est une force. Donc, on peut dire que la dimension de t, c'est la dimension d'une force. Et d'après la seconde loi de Newton, une force, c'est homogène à une masse qui multiplie une accélération. Et une accélération, c'est une longueur multipliée par un temps puissance moins 2. Hein, donc, force égale m fois accélération. F égale m. De la même façon, la masse linéique, c'est une masse par unité de longueur. Donc c'est facile de faire le rapport des deux. La dimension de t sur mu, c'est évidemment la dimension de t divisée par la dimension de mu. On s'aperçoit que les masses se simplifient et il reste L carré temps puissance moins 2. Donc pour avoir la dimension de la célérité C, d'après cette formule, je vérifie que c'est égal à la racine de la dimension qui est ici, c'est-à-dire racine de longueur au carré fois t puissance moins 2. Je tombe sur longueur fois temps puissance moins 1. Bon, et tout le monde sait qu'une vitesse, c'est une longueur divisée par un temps. Donc la formule est homogène. Et puis après, on peut regarder en plus, est-ce que ça correspond à la réalité? Imaginez, je tends de plus en plus fort une corde. Eh bien, on se demande, tiens, si je tends très fort la corde, est-ce que les ondes elles vont se propager plus vite ou moins vite? Je ne sais pas si c'est intuitif pour vous. Hein. Moi, je sens que ça va se propager plus vite si la corde est très tendue. Par contre, plus la corde est lourde, moins ça va aller vite. Voilà. C'est peut-être conforme à votre intuition. Voilà, vous avez déjà quelques exercices que vous pouvez aborder si vous allez sur Arch avec ce qu'on vient de faire. Voilà. Alors, exemple d'application numérique avec le TGV. Donc, vous avez ici un câble d'alimentation du courant qui s'appelle une caténaire. C'est un gros câble en cuivre. Donc, d'ailleurs, comme le cuivre coûte cher, c'est des câbles qui sont assez régulièrement volés sur les voies. Donc, un gros câble de diamètre à peu près 1,5 cm et qui a donc une masse linéique très importante, 1,3 kg par mètre. Alors, ces câbles, ils sont tendus. On va voir pourquoi justement. Et ils sont tendus fortement. Il y a des systèmes avec des poulies sur lesquels sont accrochés des lestes. Et typiquement, la masse d'un lest, c'est 2,5 tonnes, 2,6 tonnes. Donc si on calcule le poids correspondant, évidemment on fait P égale mg. Si on prend, pour arrondir, G dans les 10 dans les unités SI, ça nous fait
un poids de 26 kN. Alors, application de la formule C égale racine de T sur mu. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la tension ici? Si la poulie est parfaite, la tension c'est le poids de la masse qu'on accroche derrière. Et donc là j'ai tout dans les unités SI, je fais racine de 26 10 puissance 3 divisé par 1,3. Et avec ça, je trouve toujours dans les unités SI, c'est-à-dire en mètres par seconde, je trouve 140 mètres par seconde. 140 mètres par seconde, donc c'est une belle vitesse. Si on veut voir concrètement, en km/h, ça nous donne en km par heure à peu près 500 km par heure. Voilà. Alors cette vitesse-là, c'est une vitesse que ne peuvent pas dépasser les TGV. Pourquoi? Parce que si vous regardez un petit peu le schéma qui est ici, vous avez le câble du TGV, vous avez sur le haut des TGV, vous avez une barre qui vient appuyer vers le haut la caténaire. Bon, cette barre, le système qui appuie sur la caténaire, ça s'appelle un pantographe. Donc le pantographe appuie et il soulève un petit peu le câble pour assurer le contact avec la caténaire et puis récupérer le courant. Donc il faut que, si vous voulez, la partie à l'avant du TGV soit au courant que le câble doit se lever parce qu'il y a le passage du pantographe. Alors imaginez que le TGV aille plus vite que ces ondes-là. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, en fait, vous auriez le câble qui n'est pas encore au courant de l'arrivée du TGV, et puis d'un coup, vous auriez ici l'arrivée du pantographe. Donc la caténaire, elle aurait une tête comme ça. Donc voilà, ça c'est dans le cas où le TGV dépasserait la vitesse de 500 km par heure. En fait, la perturbation qui va se former brutalement ici, elle n'a pas le temps d'avancer à l'avant du TGV. Et donc vous avez en fait quelque chose d'équivalent à une onde de choc. Vous avez le pantographe qui vient brutalement relever la caténaire juste devant lui. Et donc le câble de cuivre n'y résisterait pas. Voilà. Donc c'est une vitesse limite pour la vitesse du train qui passe dessous. Donc évidemment, si on veut augmenter la vitesse du train, ce qui se fait quand on fait des tests, on a intérêt à augmenter la tension du câble en augmentant la charge ici. Et, on ne peut pas le faire actuellement sur tout le réseau. Donc quand on fait un test de vitesse, on augmente ponctuellement la charge, puis après on la relâche.